Bonjour, salut Guillaume. Merci de nous recevoir aujourd'hui chez Uber. C'est un plaisir d'être là. Est-ce que dans un premier temps, tu peux peut-être te présenter un petit peu et nous raconter qui t'es et ce que tu fais? Ouais, avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je suis en charge des opérations pour Uber Eats en Suisse romande. Je suis chez Uber depuis 3 ans et demi à peu près. Et j'ai rejoint la team Uber Eats avant le lancement en Suisse. Donc depuis, je m'occupe des villes de Suisse romande. Et c'est quoi la différence entre Uber et Uber Eats? Est-ce que c'est la même entreprise ou alors c'est deux structures différentes? Donc Uber, c'est une société cotée aujourd'hui en bourse. C'est le même groupe, mais c'est deux entités complètement différentes. On Ouais. opère de façon indépendante. Ok. Et Uber Eats, c'est une application qui met en relation des clients avec des restaurants. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment est née l'idée de Uber Eats? L'idée, à l'époque, c'est quand ils voulaient explorer le monde de la food delivery. C'était un monde qui existait déjà, donc on est plutôt arrivé tard sur ce marché. Et la première tentative, c'était en Espagne, si je ne me trompe pas, et le but, c'était de faire un produit extrêmement rapide, avec très peu de choix. Du coup, l'idée, c'est de livrer en moins de 10 minutes 2 ou 3 plats différents. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que les gens, ils favorisaient plus d'avoir plus de choix. Donc en fait, on s'est lancé sur un modèle plus traditionnel, et on a lancé Uber Eats en 2015. Et aujourd'hui, on est dans 6000 villes, 6000 villes. dans 45 pays. Ouais. Waouh, ok. Et du coup, voilà, il y a une explosion de cette partie du business Ok. qui fait partie du groupe Uber. Après, c'est pas la même chose de gérer des chauffeurs et de gérer après des restaurateurs. Parce que vous, alors c'est qui vos clients enfin, En gros, on met en relation trois partenaires. Donc, c'est une marketplace avec 3 entités. D'un côté, les restaurants, d'un côté, les coursiers et de l'autre côté, les clients. Et nous, on fait de la mise en relation. Et en effet, gérer des restaurateurs, c'est une relation un peu B2B. Et du coup, c'est une relation vraiment différente. On avait déjà construit un peu d'expertise dans tout ce qui est le démarchage, etc. via notre business U4B. Donc, c'est Uber for Business. Donc, en fait, dans le monde entier, on travaille avec des grosses sociétés pour leur offrir une solution de transport globale. Et on avait du coup déjà cette sorte de puissance de vente, etc. On avait un peu l'habitude de gérer des gros comptes, on va dire. D'accord. Et toi, d'ailleurs, personnellement, tu viens du milieu ta formation, c'est plutôt restauration ou alors J'ai une formation en management général. Ensuite, j'étais 4 ans en finance. À la fin, j'étais à Genève, dans une boîte qui s'appelle Unigestion. Je gérais des fonds de pension. Et ensuite, je suis venu chez Uber dans un rôle en marketing/data, donc plutôt analytique, etc. Et ensuite, j'ai rejoint les opérations chez Uber pour lancer Uber Eats. Ok. Et donc ça a pris combien de temps à vraiment démarrer Uber Eats à Genève? On a travaillé sur le lancement ça faisait longtemps qu'on en discutait, mais on a travaillé sur le lancement aux alentours de juin-juillet 2018 et on a lancé fin novembre 2018. Ah, donc assez rapide en fin de compte. On en lance assez vite. En gros, l'idée, c'était vraiment de voir est-ce qu'on voulait lancer ce marché, parce qu'il y a toujours pas mal d'analyses avant de lancer le marché. Et ensuite, on a lancé Genève, et puis quand on a vu le résultat de Genève, on était assez content, donc on a décidé d'étendre et de lancer Lausanne, et puis après on a lancé la Suisse alémanique. Donc aujourd'hui, on est dans 14 villes en Suisse. Ok. Et est-ce qu'on voit des différences entre la Suisse et peut-être la France, qui a un marché qui a l'air similaire, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus des différences entre les deux marchés? Bon, je dirais que la grosse différence, c'est qu'en France, c'est un marché plus compétitif, où il y a plus de très gros acteurs, même si ça devient de moins en moins vrai, parce qu'en Suisse, maintenant, il y a Just Eat qui s'est fait racheter par Takeaway, donc c'est aussi des gros acteurs. Mais en France, c'est un marché qui est plus mature, dans le sens où il y a des gros acteurs comme Deliveroo qui sont là depuis très longtemps et qui sont sur un business model qui est proche du nôtre. Alors que, par exemple, en Suisse, Just Eat a un business model qui est un peu différent du nôtre, où eux, en fait, ils travaillent plus avec des restaurants qui font déjà de la livraison. D'accord. Et donc, c'est plus une plateforme pour des gens comme des restaurants comme Domino's qui fait déjà sa livraison. Il va pouvoir vendre via Just Eat. Okay. Mais c'est pas Just Eat qui s'occupe de la logistique. D'accord. Là où en Suisse, il n'y a pas de gros acteurs internationaux qui font ça un peu comme Deliveroo. Ok. Et est-ce que tu peux nous partager un petit peu des chiffres sur le nombre de restaurants avec qui vous travaillez, mettons à Genève? C'est peut-être plus alors en gros, on partage plutôt des chiffres au niveau du pays, mais en Suisse, on travaille aujourd'hui avec à peu près 2000 restaurants. D'accord. Voilà. Et puis dans le monde, on travaille avec 400 000 restaurants. Oui. Mais on va rester sur le niveau suisse. Et quelle a été la réaction des restaurateurs? Parce qu'on a un petit peu une image du restaurateur qui est très très peu dans la tech, qui a un peu du mal. C'est vrai que par expérience,
l'élément principal dans ta journée quand tu es restaurateur, c'est de t'occuper de ton personnel, et de t'occuper de tes clients et de leur faire à manger et que ce soit vite et bon. Et c'est déjà assez de boulot. Donc, comment ça s'est passé En gros, nous, l'idée, c'est de faire le produit le plus simple possible pour que pour un restaurant, ça soit pas plus de soucis. Que ça soit vraiment comme des tables en plus. En fait, on a envie d'être des tables virtuelles en plus. Lui, tout ce qu'il a à faire, c'est accepter une commande ou la refuser. Il a toujours le choix. Parce qu'on ne veut pas forcer les restaurants non plus à accepter des commandes s'ils n'ont pas la capacité à ce moment-là. Ils peuvent appuyer sur un bouton pause, etc. Et en fait, le but, c'est d'avoir l'application la plus simple possible pour que pour lui, il puisse se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, c'est préparer des repas aux gens. Et ensuite, il y a un coursier qui arrive, il voit quand est-ce que le coursier arrive, prend la commande et l'emmène chez le client. Et ensuite, on met plein de nouvelles fonctionnalités en place pour rendre leur vie de plus en plus facile, leur donner du feedback aussi. Donc, ils peuvent voir les notes que les clients ont données sur chaque plat. Et comme ça leur permet, eux, d'améliorer leur menu pour la livraison, par exemple, en disant, en fait, il y a ce produit, il marche bien sur place, mais il marche moins bien en livraison. Et voilà. Il y a beaucoup de restaurateurs qui ont 2 menus différents, en fait, une carte limite que pour la livraison et une autre. Parfois, ils la changent un petit peu. Par exemple, on sait que il y a beaucoup de brasseries. Et les brasseries, il y a pas mal de plats qui marchent pas très bien en livraison, enfin, dans le sens où c'est assez rare de se faire livrer une souris d'agneau, tu vois. Par contre, toutes les brasseries, elles ont un burger. Et du coup, ça peut être un bon truc de dire, je mets mon burger, j'en fais 2 ou 3 déclinaisons. Par exemple, on a un restaurant qui fait beaucoup de bœuf à Genève. En ligne, il a mis que son burger. D'accord. Et pas les pièces de bœuf très premium qu'il vend. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus comment fonctionne votre algorithme ? Parce que j'ai l'impression que tout... bon, après, il ne faut pas donner trop de secrets parce que sinon, voilà. Mais j'ai l'impression que la visibilité, en fait, dépend de ta position en tant que restaurateur. Et toi, en tant que client final, quand tu es sur l'application, tu ne descends pas trop bas. Ouais. En gros... on va nous optimiser pour essayer d'offrir la meilleure expérience aux clients par rapport à ses choix historiques. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que tous les clients voient ce qu'on appelle un feed, un peu comme ton feed Facebook, etc. Il va être différent pour chaque client. Ça veut dire que, en gros, si toi t'aimes bien, moi je mange beaucoup de sushi et de poké, et je vais quand même avoir une grande sélection de sushi et de poké quand j'ouvre l'application, en général en haut. Alors que si t'as quelqu'un qui va commander beaucoup de fast-food et de burgers, et lui il va voir plutôt ça. Donc en fait, 2 personnes qui sont au même endroit au même moment auront des feeds complètement différents. D'accord. Nous, on optimise pour la conversion, c'est-à-dire qu'on cherche à ce que les gens aient le plus de chances de trouver ce qu'ils veulent, de mettre une bonne note et de revenir rapidement. Donc voilà, ça fait que notre algorithme peut être un peu compliqué et surtout les gens ne comprennent pas parce qu'ils disent mais c'est pas le plus proche qui est le premier. Alors oui, la distance est un facteur, mais c'est un de tous les facteurs. Il y a à peu près 70 facteurs qui rentrent en compte dans le ranking. Ça va être la rétention, la sélection, etc. Et nous, on donne des conseils aux restaurants sur comment améliorer leur place dans l'application. Alors par exemple, comment en tant que restaurateur on peut améliorer sa place ? Bon, comment l'améliorer ? Tu peux travailler toute la partie de ton menu, c'est-à-dire que tu peux avoir déjà des belles photos. Nous, on met en relation avec un photographe qui fait des photos, etc. Et du coup, avoir une belle photo pour que les gens rentrent dans ton menu, c'est déjà hyper important. Ensuite, avoir un menu clair qui correspond un peu à ce que les gens attendent, dans le sens où si parfois on arrive dans un menu, il n'y a pas vraiment de distinction entre les entrées et les plats. Et ça rend la chose compliquée parce que toi, tu arrives, tu vois des choses qui ont des prix très différents et tu sais pas ce qu'est une entrée et un plat. Et ça peut être un peu frustrant pour le client. Et du coup, on va essayer de les aider à optimiser cette conversion. Et ensuite, il y a le respect des instructions, il y a le fait d'avoir des opérations rapides, c'est-à-dire que les restaurants choisissent le temps de préparation qu'ils veulent mettre. C'est-à-dire ils peuvent dire, moi je prépare en 15 minutes, il vaut mieux essayer de rentrer à peu près dans ce cadre-là. C'est-à-dire que si quelqu'un a dit je prépare en 5 minutes pour dire en fait je veux être plus haut dans l'application en disant je prépare plus vite, et qu'après il met 35 minutes à préparer, le client il va pas être forcément content, il va pas revenir, et ça pourra faire un peu baisser son ranking, on va dire. D'accord, ok, ouais. Et parce que c'est vrai que là, je parlais avec justement Mathias des Pokés à Paris, qui m'expliquait qu'ils ont ils ont changé leurs horaires. Enfin, au début, c'était très bien placé dans Uber Eats. Et puis après, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une erreur. Et je crois qu'il y a eu un ou 2 ratés dans les livraisons. Et du coup, ils partageaient le fait qu'ils sont tombés tout en bas du classement et qu'ils avaient vachement de mal à revenir. Alors, c'est peut-être leur perception. Bien sûr. Est-ce que ça, c'est... comment on fait pour rattraper des erreurs ? Alors, déjà, par rapport à la place dans le classement, comme je disais, chaque personne a un classement différent. C'est-à-dire que souvent, des restaurateurs, en fait, ils vont très souvent voir leur restaurant dans l'application. Et nous, on voit qu'ils vont toujours voir le même restaurant, mais qu'ils commandent jamais. Donc nous, on se dit, ça, c'est un instant, faut pas leur montrer à ces gens-là. Parce qu'ils veulent pas commander sur ce restaurant, parce qu'ils vont toujours le voir et ils commandent pas. Et du coup, souvent, ça va être un peu auto-généré, ce truc-là. Parce qu'en fait, tu vas regarder, et à chaque fois que tu vas regarder, il va baisser en disant, non, mais il veut pas ce restaurant. Cette personne ne veut pas ce restaurant, il commande jamais. Et donc, c'est un peu dangereux d'essayer de rétro-engineer notre algorithme. Après, sur comment améliorer ce classement, de nouveau, les notes, par exemple, on a un système de notes un peu comme Google a un système de notes. Et
parfois ça arrive, il y a des clients qui sont, simplement il y a des clients qui donnent des plus mauvaises notes, etc. Et sauf que nous, c'est des notes qui restent, c'est les 6 derniers mois par exemple. Et en fait, on prend un nombre de notes et ça tourne. Et du coup, en fait, le meilleur moyen de se débarrasser de mauvaises notes, c'est de vendre plus et du coup de faire sortir ces notes-là pour que ça reflète. En fait, nous, on veut que ça reflète la qualité du moment T. On veut pas quelqu'un qui, par exemple, parfois il y a des changements de propriétaire aussi de restaurant. Ouais. Donc il y a un restaurant qui peut avoir une mauvaise réputation, quelqu'un qui vient, on a pas envie que cette personne soit handicapée toute l'existence du restaurant à cause d'une mauvaise expérience à un moment. Bien sûr, ouais. Et du coup, le mieux, c'est vraiment se concentrer sur les opérations, respecter ce que les gens demandent. S'ils veulent des boosts, on fait beaucoup d'offres promotionnelles. Donc ils peuvent participer à des offres promotionnelles de temps en temps pour vraiment avoir un boost d'activité, faire beaucoup d'acquisition clients. Et en fait, comme on dit, donner sa chance au produit en fait. C'est-à-dire, quand tu fais une semaine, c'est comme une semaine où tu fais du performance marketing sur Facebook, tu dis j'investis dans par exemple des produits gratuits, je donne un dessert gratuit ou des choses comme ça. Et ça va te permettre de faire beaucoup de ventes, beaucoup d'acquisitions sur l'application. Et ensuite, si tes produits étaient bons, tu vas avoir de la rétention et les gens vont revenir, etc. Et ça va être un cercle vertueux. Ok, ouais. Mais donc en fait, tu dis la solution, c'est juste de continuer, de pas baisser les bras et de faire de bonnes. Par exemple, le truc, c'est que quand tu fermes à des horaires, par exemple, imaginons, tu ouvres le dimanche, c'est une grosse journée pour la livraison. Si toi tu dis, mais en fait, on ferme les dimanches, on ouvrait avant, on ferme. Le dimanche, comme il y a beaucoup de restaurants qui sont fermés, ceux qui sont ouverts, souvent, ils ont une bonne conversion parce que finalement, il y a moins de compétition. Bien sûr. Et du coup, forcément, c'est des restaurants qui, ça va être pris en compte par l'algorithme. Et du coup, qui rankeront, ils sont toujours un peu mieux rankés. Et c'est pour ça que les horaires peuvent avoir un impact, etc. Après, de nouveau, il n'y a rien qui est. Il n'y a pas de choses qui sont définitives. Et nous, moi, je l'ai vu sur Genève, on a plein de restaurants qui sont montés très haut. Puis il y a eu un changement de direction, c'était un peu confus. Les opérations n'étaient plus aussi claires, ils ne respectaient pas les instructions des clients, etc. Donc ils sont tombés, et puis après ils sont montés, etc. On a vraiment des phases. On voit qu'il y a des restaurants qui font un peu des dents de scie. Et alors, si on parle un tout petit peu de la crise là, du corona qui nous a touchés, donc est-ce que déjà vous, en tant que Uber Eats Genève, Suisse et ou international, vous avez été touchés directement par cette crise? Et après, si tu peux nous parler plus de tes clients, les restaurateurs qui ont... On a forcément été impacté par la crise, comme tout le monde. Alors, le business total a été impacté. Uber Eats s'est trouvé être un bon facteur de diversification pour le groupe, parce qu'en fait... ça a accéléré la livraison, c'est pas mal accéléré le business de livraison, alors que le business de transport de personnes, lui, a eu plus de mal, parce qu'il y avait beaucoup moins de voyages. Nous, on a eu plusieurs priorités pendant la crise. En gros, il y a plein de restaurants qui ont choisi de fermer. Ces restaurants, il fallait les accompagner, etc., et essayer d'être là pour eux. Mais c'est vrai que comme ils fermaient, souvent, l'État a quand même bien les devants, etc. L'État leur a quand même proposé pas mal de support, à payer les employés, etc., le chômage technique et tout. Nous, ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on s'est dit, pour ceux qui restent, qu'est-ce qu'on fait pour les soutenir ? Donc on a fait par exemple pendant 1 mois et demi, on a fait des frais de livraison gratuits quasiment illimités sur l'application. Je crois que tu peux commander pas mal de fois par semaine avec des livraisons gratuites. On s'est dit, il y a des gens qui vont se retrouver chez eux avec des enfants, avec il y a plus d'école et tout, donc il y a plein de gens qui vont se retrouver chez eux, à bosser chez eux avec des enfants. Ils n'ont pas forcément le temps de préparer à manger entre midi et 2, donc ils vont sûrement commander. Donnons-leur des frais de livraison gratuits et comme ça en plus ça booste le chiffre d'affaires des restaurants. Donc ça c'est un truc qu'on a fait pour aider nos restaurants qui étaient déjà actifs. Ensuite, on a mis la livraison sans contact très rapidement dans l'app pour aider tout le monde, en fait, c'est pour garder tout le monde un peu en sécurité. Donc on envoyait beaucoup de notifications dès qu'un coursier prenait une commande. On lui expliquait un peu comment faire pour faire la livraison sans contact, etc. Ensuite, c'était un moment dur en liquidité pour les restaurants. Enfin, je sais pas, toi tu parles à pas mal des restaurants, peut-être qu'il y en a qui l'ont évoqué. Et il n'y a pas beaucoup de liquidité. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que d'habitude, il y a un paiement toutes les semaines. D'accord. Et là, on a proposé au restaurant de pouvoir être payé tous les jours. En gros, dès qu'ils faisaient des ventes, le lendemain, ils recevaient l'argent. Okay. Et sans aucun frais. Donc c'est nous qui absorbions les frais de transaction de tout ça. Enfin, le fait de passer une fois par semaine, une fois par jour, on a pris en charge tous les frais de transaction pour pouvoir vraiment leur donner le maximum de liquidité dès qu'ils vendaient, quoi. Et pour les gens qui ne faisaient pas de livraison, ça c'était aussi un truc, c'était un gros cas. Il y a beaucoup de restaurants qui n'en faisaient pas et qui du jour au lendemain se sont dit la livraison, je vais peut-être l'explorer parce qu'aujourd'hui j'ai de la capacité et je pourrais, c'est peut-être le moment, quoi. Pour ces gens-là, on a enlevé nos frais d'activation. C'est-à-dire qu'ils pouvaient venir sur la plateforme gratuitement. Et on a aussi staffé un peu ce qu'on appelle l'onboarding. On a mis en place des partenariats pour qu'on puisse assurer un onboarding en moins de 4 jours. D'accord. Donc en fait, les gens ils s'inscrivaient et l'idée c'était qu'en moins de 4 jours, ils puissent être en ligne sur l'application et commencer à faire des ventes. Et la dernière chose qu'on a fait, c'était plus au milieu à peu près du confinement. C'était en mi-avril. On a mis en place, quand les gens commençaient un peu à ressortir, l'option pick-up, donc l'option à emporter. On l'a mis en place dans l'application, on l'a mis gratuite. En gros, pourquoi c'est cool à emporter dans l'application, c'est qu'il n'y a pas d'échange d'argent, c'est payé dans l'application via des cartes de crédit. Donc les gens n'ont pas à attendre sur place, ça permet de limiter les contacts et du coup ça on l'a mis gratuit sans commission. Parce qu'en fait, comme dans ce cas-là, nous,
il y a peu de support, etc., on pouvait se permettre de le mettre c'est ça. à 0%. Mais la commission que vous prenez sur les transactions, elle n'a pas changé. La commission qu'on fait sur les produits en livraison, on ne les a pas changés parce que ça rejoint un peu ce que je disais avant. En fait, on a préféré faire beaucoup d'investissements en marketing pour pousser le volume total, pour faire un peu une sortie vers le haut. Nous, on a un business qui est avec des marges qui sont relativement fines à la fin. Et je peux t'expliquer plus en détail pourquoi. Mais en gros, on a vraiment préféré booster en faisant beaucoup de promotions pour vraiment pousser les chiffres des gens qui étaient actifs. Plutôt que réduire notre commission. Ouais, et puis la livraison offerte, c'est quand même un méga truc quand même. Parce que... en gros, à Genève, les frais de livraison en moyenne, ça va être à peu près à 5,90. Donc c'est-à-dire que nous, on finançait 5,90 par commande. On peut parler plus de votre modèle? Je pense qu'il faut décomposer notre service en deux parties. Il y a d'un côté la livraison et de l'autre côté le marketing. Et nous, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on subventionne la livraison. C'est-à-dire qu'en fait, on prend une partie de la commission qu'on prend au restaurant et on la reverse au coursier. Ça veut dire que par exemple, si tu payes 5 francs de livraison, le coursier va être payé 11 francs. On paye au kilomètre plus un frais de prise en charge et de dépose. Mais du coup, imaginons qu'un coursier soit payé 11 francs. Toi, tu as payé 5 francs, c'est qu'il faut financer 6 francs. Et ces 6 francs, ils vont être prélevés de la commission. D'accord. Pour la partie marketing, on met à disposition comme une app qui donne beaucoup de visibilité à des gens, à des restaurants qui n'ont pas forcément cette visibilité sur des moyens digitaux. On investit beaucoup d'argent pour que les gens téléchargent cette app. Et du coup, je pense que si on décompose en deux parties, c'est ce qui explique un peu plus la commission. Parce qu'au départ, sinon les 30% peuvent paraître... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien de comprendre un petit peu mieux. Et les chauffeurs, enfin les livreurs, du coup, eux, ne font pas partie de vos employés. Non. Donc c'est quoi? C'est des freelances? C'est des livreurs indépendants, Ok. Et comment vous avez vérifié, entre guillemets, qu'ils se lavaient bien les mains, qu'ils désinfectaient, qu'ils portaient un masque, etc. Est-ce que ça, c'était plus de votre responsabilité? Ou alors, en fait, vu qu'ils sont indépendants, c'est plus à eux de faire attention? Alors, en tant qu'indépendants, c'est à eux de faire attention. Après, on a fait... beaucoup de communication là-dessus, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un livreur récupère une commande, il reçoit un SMS qui lui réexplique comment fonctionne la livraison sans contact. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que ça a été très compliqué en termes de logistique et de rapidité, d'efficience qu'il fallait avoir pour pouvoir, par exemple, fournir des gels hydroalcooliques à tout le monde, c'est compliqué. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a remboursé à hauteur de 45 francs des produits pour se laver les mains, par exemple. Et après qu'on a réussi à se fournir des masques, on les a distribués gratuitement aux partenaires. Et est-ce que c'est les mêmes qui sont chauffeurs Uber qui font des déplacements de personnes et ceux qui font des livraisons ou pas? Ils peuvent faire les deux, c'est qu'ils peuvent se créer un compte sur Uber Eats et un compte sur Uber. Après, c'est pas les mêmes autorisations, etc. Et c'est pas les mêmes véhicules. C'est-à-dire que nous, sur Uber Eats, on cherche des gens qui livrent à 2 roues, motorisés ou pas. D'accord. Et du coup, quelqu'un qui serait chauffeur Uber et qui voudrait faire coursier, il vient, il peut s'inscrire, et puis la plupart du temps, ils ont un vélo, ou et il y en a beaucoup qui ont fait ça d'ailleurs pendant la crise, parce qu'il y a eu beaucoup moins de volume sur le transport de personnes. Je reviens juste un peu à Uber Eats et par rapport à la crise. Vous avez onboardé combien de personnes? On a eu une grosse augmentation du nombre de requêtes tous les jours. Je pense qu'on a une augmentation de plus de 100% du nombre de requêtes journalières de la part des restaurants pour venir sur l'application. Il y a vraiment eu des gros pics. Ça s'est assez vite calmé. Bon, on a déconfiné tôt, donc ça s'est assez vite calmé. Mais c'est vrai que ça a été un assez gros accélérateur. J'ai pas les chiffres en tête exacts, mais ça a été un accélérateur pour trouver de nouveaux restaurants. Ouais, et puis les restaurateurs qui hésitaient un peu sur l'intérêt d'être en livraison, en fait, là, ils ont été convaincus, quoi. Puis après, on était dans des villes, on a beaucoup lancé de villes en Suisse alémanique. Il y a des villes dans lesquelles on n'était pas depuis très longtemps. Et du coup, d'un coup, il y a un peu ce double effet, le fait d'avoir lancé, de couvrir plus de population, et d'un coup, mais en fait, il y a ce service qui est disponible. Et du coup, c'est des endroits où on avait peu de pénétration. Alors qu'en fait, à Genève, par exemple, c'est la première qu'on a lancée. Donc les gens qui voulaient travailler avec nous, la plupart travaillaient déjà avec nous. Il y a peut-être eu moins cet effet à Genève que dans des villes de Suisse alémanique, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que pendant la crise, il y a des choses qui ont changé pour les clients? Donc aussi bien les consommateurs, le client final, et aussi le restaurant. Est-ce qu'ils ont des nouvelles attentes? On peut parler un peu d'Uber, mais aussi extrapoler quelle est ton opinion par rapport à tout ça? Alors au niveau des clients, donc les gens qui commandent, je pense que la livraison est devenue plus quelque chose de tous les jours, et peut-être moins un peu un cheat meal, comme ça pouvait être le cas avant, où c'est le dimanche soir, il y avait le frigo un peu vide, et on va commander un burger. Là, c'est plus devenu un truc qu'on commande le midi beaucoup plus, des produits plus healthy, des choses comme ça, parce qu'en fait, ça devient vraiment... les gens ne sortaient pas de chez eux à un moment, et il fallait trouver une alternative, ils bossaient, etc. Et on ne peut pas manger des burgers tous les jours. Et du coup, je pense que c'est devenu plus une habitude de tous les jours, d'un point de vue des clients. Et tu penses que ça va continuer? Je pense que les gens... déjà se sont rendu compte qu'il y avait ces options-là qui existaient. Donc oui, je pense qu'il y aura une certaine rétention, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui la livraison, ça a toujours été associé, je pense dans l'esprit collectif, c'est associé à la pizza il y a très longtemps. Et récemment, c'est beaucoup été associé au fast-food, et donc tacos burger. Et plus récemment,
là, du coup, ça devient beaucoup plus associé à ce repas de tous les jours. Et je pense que c'est un des grands challenges de la livraison, c'est d'arriver à devenir cette solution de tous les jours. C'est de dire, on a des restaurants à Genève, je pense à Kibi, à El Salad, des gens comme ça qui sont vraiment le repas de tous les jours. Et là, on peut créer de la fréquence, quoi. Et je pense que ça va un peu rester. Même si les gens là sont quand même très contents de pouvoir ressortir un peu, je pense. Ouais. Mais en tant que restaurateur, c'est vrai que c'est compliqué de se dire, parce que comme vous dites, Uber Eats, c'est augmenter le nombre de tables, rajouter des tables digitales, mais il y a quand même ce côté où le service, il y a beaucoup de restaurateurs qui voient les livraisons comme ils pas d'un très bon œil, parce que justement, ils considèrent que leur métier, c'est de servir des gens et de les accueillir. Et vous dites quoi à ça ? En gros, je pense qu'on a souvent une discussion avec les restaurateurs qui hésitent à rejoindre ou qui hésitent surtout à se lancer dans la livraison. Souvent, ils nous voient peut-être comme de la compétition à un moment. Et nous, on leur dit, alors, je pense qu'on n'est pas une compétition de restaurant, parce qu'en fait, un restaurant, quand je vais au restaurant ou que je vois les gens au restaurant, ils y vont souvent pour passer un moment ensemble. C'est pour ça qu'il y a si peu de gens qui mangent tout seuls au restaurant. Les gens, souvent, ils y vont pour passer un moment ensemble, se faire servir, mais aussi être dans une atmosphère, etc. Et du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve moins en livraison. La livraison, c'est plus une faim, il faut manger, et voilà. Et du coup, je pense que nous, on est plus en compétition directe avec un frigo vide qu'avec un restaurant. Et après, nous, on est là surtout pour des restaurants qui ont ce qu'on appelle la capacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cuisines de restaurants qui sont grandes, beaucoup trop grandes pour leur salle. Et en fait, simplement, eux, une fois qu'il n'y a plus de place, ils ont les mêmes coûts fixes, mais ils ne peuvent pas augmenter leur chiffre d'affaires parce qu'ils sont pleins. Ils font déjà 2 services, 3 services le soir, ils ne peuvent pas faire plus. Et nous, on amène un demi-service ou un service à ces gens-là. Et je pense qu'il faut... Les choses qu'il faut garder en tête, c'est premièrement, voilà, on ne peut pas avoir la même qualité. Ça ne sera pas pareil et ça ne peut pas l'être. C'est-à-dire qu'on peut pas... Nous, on se rapproche beaucoup plus de la qualité d'un takeaway. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend à emporter, il rentre chez lui, ça sera à peu près le même temps de voyage qu'on aura, nous, sauf que ça sera dans un sac isotherme. Donc ça sera un petit peu mieux. Mais je pense qu'il faut plus comparer à ça. C'est une question d'attente aussi. C'est ça le problème. Et la réalité des clients, c'est que quand ils font en livraison, nous, on essaie de respecter le plus possible le produit du restaurateur. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a des limites de livraison. On livre, c'est assez connu, on livre dans un rayon de 3 km. Donc de base, c'est vrai qu'on essaie de limiter le rayon de livraison. C'est un rayon, donc c'est à vol d'oiseau, 3 km. Et comme ça fait un temps de livraison de moins de 10 minutes. Et c'est un peu ce que nous, on vise. C'est-à-dire qu'entre le moment où ça quitte le restaurant et le moment où ça arrive chez le client, il faut que ce soit 10 minutes. Et là, l'expérience, c'est pas trop mal. Ça arrive chaud, etc. Et nous, on sait que c'est une limitation de business parce qu'on va pas pouvoir livrer très très loin. Mais par contre, on respecte le produit du restaurateur. Et en fait, le restaurateur, il cuisine. Et nous, on s'occupe d'amener ça chez le client le mieux possible et le plus vite possible. C'est un peu là-dessus qu'on est... Et je sais qu'on a beaucoup de conflits avec les restaurateurs. Enfin, des conflits. On discute de ça avec les restaurateurs parce qu'ils voudraient bien parfois livrer à 6 ou 7 km. Et nous, on leur dit, on préfère meilleure qualité. Et après, il y a des produits qui se livrent mieux, comme des sushis, par exemple, ça se livre plus loin. Exactement. Et là, on peut aller un peu plus loin. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait faire limite du marketing et éduquer un tout petit peu le marché sur le consommateur. Si tu vas au resto, tu penses qu'il serait nécessaire d'apporter des modifications sur votre business model? Nous, au début, on avait cette stratégie d'avoir les mêmes frais de livraison pour tout le monde. Et on les a déjà un peu adaptés en fonction des distances. On ne veut jamais monter trop haut, mais par contre, on réfléchit vraiment à dire comment est-ce qu'on peut créer plus d'équité sur l'application et favoriser les restaurants pas si loin de chez vous en donnant cette option de commander par exemple à partir de 1 franc 90, 2 francs 90 et d'avoir des frais de livraison très bas pour des livraisons très proches. Il y a aussi des plats où on va dire est-ce qu'on peut mettre 2 commandes, si le chemin est pertinent, est-ce qu'on peut mettre 2 commandes dans un sac et livrer les 2 commandes l'une derrière l'autre. Parce qu'en faisant ça permet de financer ces 1,90, 2,90 pour certaines personnes. Bien sûr, ouais. Donc on réfléchit un peu à ce sujet de à quel point c'est abordable. Mais je suis pas sûr que ce soit la crise qui a accéléré ça. C'est toujours un truc qu'on a eu en tête, le fait d'être de plus en plus abordable. Nous, on a abordé le marché suisse avec l'intention d'être beaucoup plus abordable et que le fait de se commander à manger en livraison, ça soit quelque chose que tout le monde peut se permettre. Ouais, c'est pas un luxe, quoi. C'est ça. Là où avant, en Suisse, on était quand même plus sur un produit. Et en termes d'innovation, est-ce qu'il y a un peu des choses sur lesquelles vous travaillez qui devraient pas tarder à arriver Je pense qu'en gros, on fait vraiment beaucoup d'incrémental. C'est-à-dire qu'on va toujours essayer d'amener la petite chose en plus, etc. Donc nous, on a 3 apps. On a l'app que les clients voient, mais on a aussi l'app des restaurants et l'app des coursiers. Et on essaie vraiment d'amener des innovations sur les 3 apps en même temps. Par exemple, les restaurants, on fait un gros focus dessus. On essaie de leur donner beaucoup plus de vision sur leur performance, sur encourager la performance. C'est de donner des boosts de visibilité à des gens qui ont des bonnes performances opérationnelles parce que c'est pas seulement les notes.
Il y a les notes, il y a le respect des consignes, il y a le respect du temps de préparation, il y a pas mal de choses en fait. Et aussi des gens qui se connectent souvent, parce qu'un restaurant qui est connecté que la moitié du temps, souvent ça peut être frustrant pour les clients parce qu'ils ne le voient pas, ils disent mais je sais qu'il est là, mais en fait ils ne le voient pas parce qu'à ce moment-là il n'est pas connecté. Et du coup des restaurants qui sont connectés dans les horaires où ils ont dit qu'ils seraient connectés, ceux qui jouent le jeu quoi. C'est ça, et qui essayent vraiment, etc., bah, en fait ils vont avoir des récompenses quoi. On essaie de créer ça, c'est pas forcément facile, on essaie toujours de rester le plus juste possible. Et ok, et juste pour conclure, quelle est un peu ta vision à toi personnellement du futur proche, un peu de l'industrie de la restauration, même si tu parles de l'hôtellerie en Suisse ou en Europe, voilà un peu. Alors, faut disclaimer, c'est pas une industrie, c'est pas la mienne au départ, j'ai pas fait d'études là-dedans, donc c'est vraiment mon opinion à moi. Je pense que la restauration, elle a pas mal changé avec la crise par laquelle on est passé. Parce que comme je disais, la livraison est devenue une option pour beaucoup de gens pour qui ça l'était pas avant. Et disons que je pense pas que ça a changé complètement les choses, mais ça a accéléré la transition. C'est-à-dire qu'on était il y a beaucoup de restaurants qui pensaient déjà à comment je design mon restaurant aujourd'hui. Est-ce qu'il faut une zone d'attente pour les livreurs, typiquement? Parce que c'est un business qui est de plus en plus gros. Donc je pense qu'on va quand même se diriger vers une réduction de la taille des salles et un agrandissement des cuisines pour pouvoir supporter de plus en plus la livraison qui devient un médium de consommation le plus mainstream possible aujourd'hui. Quitte à faire carrément disparaître la salle et avoir des dark kitchens, en fin de compte. Ouais. Ça, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Les dark kitchens, c'est assez dur. Le concept paraît très bien. Ouais. C'est pas facile à faire fonctionner. Je pense qu'il faut des marques à notoriété très forte pour pouvoir se permettre de ne pas avoir de pignon sur rue. Ouais. Par contre, je pense que nous, on pense même plus, déjà, avant que les gens commencent à abandonner leurs locaux, etc., on pense plus à, par exemple, des restaurants virtuels. Ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup plus. Un restaurant virtuel, l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, j'ai un restaurant, je fais des burgers, je vois qu'il y a un truc qui marche bien, c'est les tacos, mais j'ai pas envie de mettre des tacos sur ma carte parce que j'ai pas envie de créer de la confusion pour mes consommateurs. Du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une marque de tacos en livraison seulement, qui va partir de mes cuisines, qui va partir de mon endroit, mais sur l'application, j'aurai 2 restaurants. J'aurai mon restaurant de burger et mon restaurant de tacos. Et là, tu as fait un restaurant virtuel avec les mêmes coûts fixes que tu avais actuellement. Alors, c'est des recettes, il faut les préparer, il faut les tester. Ça fait un peu de travail quand même, mais ça permet aussi d'innover en disant tiens, les tacos, oui, mais à quel niveau de prix? Bah tiens, je vais faire 2 gammes. Et là, tu fais 2 restaurants virtuels différents. Un peu haut de gamme, un bas de gamme. Enfin, plus abordable, on va dire. Et du coup, tu dis, voilà, je regarde lequel marche le mieux, et puis je reste avec celui qui marche le mieux. Et si ça marche vraiment bien, là, tu dis, en fait, je vais ouvrir un restaurant. Et un peu comme le food truck à l'époque, il y a un moment où tout le monde faisait des food trucks pour tester les concepts, c'est ça. Là, tu testes, et puis... Via, c'est ça, quelqu'un qui a déjà un restaurant et qui dit, tiens, j'ai envie de m'étendre, est-ce que je rouvre le même concept, ou est-ce que je teste des nouveaux concepts? Et c'est des choses qu'on fait avec des grands groupes. Donc sur l'application, il y a des marques qui sont en fait des marques produites par des grands groupes, et en fait ils vont faire du branding dessus, ils vont commencer à faire ils vont créer de la notoriété en fait pour des marques virtuelles jusqu'au jour où ils disent en fait c'est intéressant, on va le pousser quoi. Ouais. Et ils ont déjà la communauté qui les suit. Et ça fait de l'innovation moins chère. T'as pas besoin d'ouvrir un local, prendre tout le risque, et parfois même tu vois, genre le fait de faire ça, si tu rates en tant que groupe, t'as quand même un peu cet échec qui te colle à la peau quoi. En disant ouais, ils sont bien, tu vois, il y a des gens qui font des burgers, qui essaient du jour au lendemain de faire des tacos, s'ils se plantent, tout le monde retiendra qu'ils sont plantés. Ouais, alors que là en fait personne ne sait que c'est toi. Et le jour où tu veux t'associer, tu t'associes en disant ok, les gens aiment bien le produit, ça marche bien, on va officialiser le fait qu'on s'associe, c'est nous, et puis là ça part quoi. Ce que je connais un peu plus parce que du coup c'est plus mon corps de métier, là je pense que voilà, la delivery va faire partie intégrante. En fait, quand on va faire un business model maintenant de restaurant, on pensera beaucoup plus à ok, la delivery, comment je fais ma carte pour que cette fameuse commission de la delivery, elle soit absorbée, elle soit dans la carte. En fait, ne plus faire un truc en disant je vais essayer d'être un peu agressif sur les prix, mais dès que je vais devoir faire de la livraison, ça va craquer mon business et je vais devoir augmenter tous mes prix. Je pense que les gens ils vont introduire ça dès le départ en fait, en disant en fait je fais mon menu en pensant tout de suite aux autres moyens de distribution et en intégrant ces potentielles commissions. Et tout ça sera dès le départ quoi. Ils vont pas se dire je le ferai si j'ai le temps à un moment. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Pas de souci.